Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des viols de Mazan, qui s'est ouvert le 2 septembre dernier, se poursuit devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon. Pendant 4 mois, Dominique Pellicot comparaît aux côtés de 50 accusés pour les abus sexuels commis sur son ex-compagne. Pendant une dizaine d'années, ce grand-père de 71 ans a sédaté sa femme Gisèle à son insu pour abuser d'elle et la livrer inconsciente à des hommes recrutés sur Internet. Pendant les 8 premières semaines d'audience, la cour a entendu Dominique Pellicot, Gisèle Pellicot, la victime, mais aussi une bonne partie des accusés qui, pour beaucoup, nient l'avoir violée, malgré des preuves vidéo montrées à l'audience. Code Source prend le temps de raconter en 2 épisodes ce retentissant procès arrivé à mi-parcours, avec la journaliste qui assiste au débat pour Le Parisien, Louise Colcombet, du service police-justice, premier épisode. À Avignon, le procès d'une cinquantaine d'hommes accusés d'avoir violé une femme elle-même droguée par son mari pendant plusieurs années a été suspendu. Le principal accusé est malade, il n'est pas en état de comparaître. Louise Colcombet, vous nous aviez raconté les 2 premières semaines d'audience dans un épisode de Code Source, diffusé le lundi 16 septembre. Et à ce moment-là, au moment de la sortie de ce podcast, il y a de gros doutes sur la suite du procès en raison de l'état de santé de Dominique Pellicot. Pourquoi ? À ce moment-là, ça fait une semaine que Dominique Pellicot n'est plus à l'audience parce qu'il a des douleurs aux reins, on soupçonne des coliques néphrétiques. On l'a vu à l'audience souffrir, vraiment, ça se lisait sur son visage. Et donc, il est absent. Au départ, on pense pour recevoir des soins. En fait, il a fallu tout un tas de jours. L'administration pénitentiaire l'amène vraiment pour se faire soigner. Et ce lundi 16 septembre, on pense le revoir à l'audience et il n'est toujours pas soigné, il n'est toujours pas là. Donc là, il y a quand même une grande inquiétude qui va naître de savoir s'il va être en mesure de comparaître, parce que là, on ne peut plus rien faire sans lui. On doit examiner le cas des accusés. Il participait à chaque fois, donc on a besoin de lui. Et s'il n'est pas là, c'est tout le procès qu'on doit renvoyer. Et c'est fini, on remballe et on renvoie à une date ultérieure. Dominique Pellicot est finalement de retour devant la cour criminelle du Vaucluse le mardi 17 septembre. Et pendant qu'il est interrogé sur son parcours, il raconte des abus subis pendant l'enfance. Oui, il raconte notamment ce traumatisme quand il a 9 ans. Il doit partir à l'hôpital parce qu'il a reçu une pierre au visage envoyée par son frère. Et il va y passer la nuit. Et il raconte qu'un infirmier l'a violé. Il dit « J'ai subi un enfer, j'ai été violé de toutes les manières possibles ». Il l'a dit comme ça à la psy, il va le redire. C'est un épisode qui l'a énormément marqué. Et puis il raconte aussi qu'il devient donc apprenti électricien et que sur un chantier, quand il a l'âge de 14 ans, il y a un viol collectif avec une jeune fille et qu'on va le forcer à participer, qu'on va même lui mettre la tête entre les jambes de force de cette jeune fille et que ça l'a dégoûté jusqu'à la fin de ses jours. Et Dominique Pellicot parle longuement de son père, qui est aujourd'hui décédé. Qu'est-ce qu'il dit sur lui ? Il dit que c'était un homme violent, qu'il ramassait des coups en permanence, que leur mère était une femme absolument soumise, et d'ailleurs soumise y compris sexuellement, parce qu'il raconte qu'il les a surpris ses parents, avec sa mère forcée à faire des choses sexuellement avec les mains liées dans le dos. Et puis il y a la demi-sœur de Dominique Pellicot qui est venue à la barre, à 84 ans, raconter pudiquement pourquoi elle a fui cette famille. C'est qu'en fait, elle subissait les assauts du patriarche Pellicot, qui voulait la mettre dans son lit. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu plus que ça. Enfin, en tout cas, elle a expliqué qu'elle est partie et sa mère a signé un papier parce qu'à l'époque, elle avait que 18 ans et la majorité était à 21 pour qu'elle puisse s'échapper et littéralement partir. Donc en fait, elle vient accréditer le discours de Dominique pour dire que cet homme était un tyran domestique et qui s'en prenait à toutes les femmes qui étaient sous son toit. Son grand frère, Joël Pellicot, 76 ans, est appelé comme témoin à la barre et il vient contredire la version de son frère, le principal accusé. Oui, en fait, Joël Pellicot, lui, c'est simple, tout ce que dit son frère, c'est faux. Alors, à l'entendre, ils ont grandi dans une famille super, avec des parents super. Leur père n'était absolument pas violent, leur mère absolument pas soumise. S'il n'a pas réussi parce que lui, Joël, est devenu médecin, c'est parce qu'en fait, il était feignant à l'école. Et il va dire de cet épisode à l'hôpital qu'en réalité, c'est une histoire qu'avait racontée Dominique Pellicot pour se faire pardonner d'être allé à l'hôpital, puisque ça avait coûté de l'argent aux parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque. Et il dit, oui, il a raconté cette histoire en rentrant pour amadouer les parents, pour se faire pardonner. D'ailleurs, il avait parlé que d'attouchement sexuel, et puis on a parlé du consentement avec notre père, et puis voilà, ça a été balayé, mais pour lui, en gros, ça n'a pas existé. Et le témoignage du grand frère de l'accusé donne lieu à un vif échange entre les deux.
Oui, Dominique Pellicot, et là franchement, je l'ai jamais vu aussi sincère à la barre, tombe des nues en fait. Il se dit comment il peut raconter un truc pareil, sachant que moi, quand je suis rentrée, j'avais 9 ans, je ne savais pas ce que j'avais subi. Il savait pas donner un nom à ces viols en fait. Et il dit que bien sûr, il n'en a pas parlé. Et qu'en fait, son père lui a demandé de dire pourquoi il était allé à l'hôpital, qu'il n'avait pas voulu le dénoncer, puisque c'était Joël qui lui avait balancé une pierre dans la tête, et que jamais il n'a prononcé ce mot de viol ou d'abus sexuels, etc. Il en parle, lui, que beaucoup plus tard, en fait, en 2011, quand sa fille lui dit « Tiens, tu devrais écrire un peu tes mémoires, comme ça on pourrait donner à toute la famille ». Et c'est là la première fois qu'il parle de ses abus. Et il y a aussi cet épisode de cette jeune déficiente mentale qui avait été placée par la DAS sous le toit familial, chez les Pellicot, et qu'en réalité, tout le monde soupçonne d'avoir été abusé par le père, qui en a fait sa femme à la mort de son épouse. Et ça, Joël le nie. Il dit qu'en tout cas, quand il l'a découvert, elle était déjà majeure. Il minimise beaucoup toutes ces choses-là. Et donc là, en fait, ils s'écharpent à la barre, les deux, parce qu'en fait, Dominique l'accuse en disant que leur père était un pervers, que son grand frère l'a couvert, et que finalement, tout est de sa faute. Louise Colcombet, pendant son audition, Dominique Pellicot reconnaît qu'il est un violeur et c'est à cause, selon lui, de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les abus subis dans l'enfance et son schéma familial. Mais quand il parle, est-ce qu'il vous donne l'impression d'avoir saisi toute la gravité et l'horreur de ces crimes sexuels ? Alors oui et non. Il dit sans détour, je suis un violeur. D'ailleurs, il le dit même presque pour mieux montrer comment ses co-accusés refusent, eux, de l'admettre. Quelque part pour dire, moi, vous voyez, je suis vertueux, finalement, je reconnais ce que j'ai fait. Et en même temps, il a des propos totalement décalés quand il parle de tout cela. Par exemple, il va dire, j'ai bien aimé ma femme pendant 40 ans et puis mal pendant 10 ans. Bon, c'est pas mal aimé que de soumettre sa femme chimiquement et la faire violer. On est dans l'euphémisation totale. Il dit, moi, elle était merveilleuse, moi, j'étais à côté de la plaque. Et il va même dire au sujet de la pédophilie, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis des abus sur éventuellement ses petits-enfants. Il y a une plainte, d'ailleurs, de son petit-fils. Il dit, ah non, moi, je n'ai pas ce défaut-là. Il parle de défaut pour la pédocriminalité, c'est quand même un problème. Il est aussi réinterrogé sur d'autres faits troublants, son comportement avec ses petits-enfants et des photos de sa fille retrouvées dans son disque dur. Est-ce qu'il en dit un peu plus qu'au moment de l'enquête là-dessus ? Non, globalement, Dominique Pellicot ne fait pas de révélation à l'audience. Il y a des éléments troublants, oui. Ces petites filles ont pu dire qu'il leur avait promis un jouet si elles soulevaient leur robe au supermarché. Une de ses belles-sœurs avait entendu des propos demandant à son petit-fils s'il ne voulait pas jouer au docteur, de façon assez insistante. Évidemment, il se réécrit, il dit qu'il n'a jamais rien fait à ses petits-enfants, que tout ça est faux. Et puis voilà, il y a sa fille Caroline. On l'a retrouvée sur des clichés. Alors, elle a été prise comme ses deux belles-sœurs nues dans sa salle de bain en photo, mais il y a d'autres clichés qu'il avait effacés. Mais effacés assez récemment pour que les experts informatiques puissent les retrouver, ces clichés. Et sur ces clichés, on a Caroline qui dort dans la même position qui est celle qu'on voit de sa mère sur les images, dans une lingerie qu'elle ne reconnaît pas, lumière allumée alors qu'elle dit avoir un sommeil très léger, apathique et avec des gros plans sur ses fesses. Évidemment, pour elle a été soumise chimiquement aussi, et elle se pose évidemment aussi la question de savoir si elle a subi plus que ça de son père. Et là, évidemment, lui, il dit que non, c'est pas vrai. Et à l'audience, il va même se permettre de cette, perversité supplémentaire, c'est-à-dire sa fille est là, elle attend des réponses, et lui, qu'est-ce qu'il dit ? C'est bon, moi, je la reconnais pas sur ces photos, et puis de toute façon, c'est pas moi qui les ai prises. Au lendemain de l'audition de Dominique Pellicot, son ex-épouse Gisèle Pellicot s'avance à la barre. Des photos intimes d'elle prises par le principal accusé contre son gré s'affichent sur des écrans géants dans la salle d'audience et pendant plusieurs heures, elle est bousculée par des avocats de la défense. Ces photos ont été montrées à la demande des avocats de la défense. Pourquoi ? Parce que plusieurs accusés expliquent qu'en amont de la rencontre, il y a ces discussions donc sur le site coco.fr et qu'on a un échange de photos, ce qui se fait traditionnellement dans le monde libertin quand on veut au moins voir si on va se plaire, et qu'ils auraient reçu des photos de Gisèle Pellicot nue ou en maillot de bain ou carrément nue et puis dans des positions très suggestives. Et donc ils vont demander à faire projeter ces photos qui sont dans l'album, dans la collection de Dominique Pellicot, pour essayer de démontrer qu'en recevant ce type de photos, ils ont pu avoir l'impression
qu'elle était consentante. C'est-à-dire que c'était comme un avant-goût de ce qu'ils trouveraient sur place et que pour eux, ça a pu tromper leur vigilance et leur faire croire qu'elle était d'accord. Donc ça, c'est la ligne de défense. Maintenant, ça a été fait avec plus ou moins de subtilité, voire pas du tout. On a carrément un avocat qui a demandé à Gisèle Pelicot si elle n'était pas un peu exhibitionniste sans l'assumer et que finalement, elle était d'accord sur ses photos. Elle n'en a aucun souvenir. Visiblement, elle devait être sédatée à ce moment-là et son mari les a prises à son insu. Et vous racontez que les avocats de la défense sont tellement virulents que Gisèle Pelicot finit par perdre son calme. Oui, en fait, Gisèle Pelicot, elle connaît la ligne de défense. Elle est quand même agressée. À un moment, on lui crie dessus. Enfin, ça part dans tous les sens. On est vraiment loin de la retenue qu'on pourrait attendre d'un procès qui porte sur des sujets aussi délicats, en fait. C'est une femme de caractère, Gisèle Pelicot. Donc là, elle dit attendez, moi, c'est moi la coupable. Et en fait, j'ai 50 innocents derrière moi. Maintenant, ça suffit. En gros, j'entends tout. Certains croyaient que j'étais ivre, que je faisais semblant de dormir, que je serais complice. Maintenant, on vient me dire que j'ai fait des photos, que je les ai aguichées. Ça suffit, en fait. Elle est agacée parce qu'elle sait très bien que tout le monde va nier le viol et qu'à un moment, elle dit non, c'est pas possible. Ces types-là, quand bien même ils seraient venus sans savoir, à un moment, le problème, c'est qu'ils repartent pas sans rien faire. Donc, il y a viol. Un viol, c'est un viol. Et elle va même utiliser ce terme en disant c'est qui ces types ? C'est des dégénérés. Pour la première fois depuis le début du procès, la Cour a procédé au visionnage de certaines preuves retrouvées dans le disque dur de Dominique Pelicot. Au total, 27 photos où l'on devine Gisèle Pelicot éveillée, nue, dans des scènes de sexe, parfois accompagnée de 2 hommes. Elles étaient prises à mon insu, s'indigne-t-elle. J'étais probablement déjà sédatée. Le jeudi 19 septembre, un accusé de 72 ans, Jacques C., comparaît devant la cour. Il nie les accusations de viol. Et donc, pour la toute première fois, la cour va diffuser des images vidéo de son passage à Mazan, images filmées par Dominique Pelicot et retrouvées sur son disque dur. D'abord, pourquoi Jacques C. nie les accusations de viol ? Alors Jacques C, lui, il a fait des attouchements, enfin un cunilingus, pour être clair, à Gisèle Pelicot. On le voit sur cette vidéo. Mais il explique, pour être très cru, qu'il n'y a pas eu de pénétration, que tout ça est resté extérieur, parce que voilà, le viol, il faut qu'il y ait pénétration, c'est la loi. Donc en fait, pour lui, ça change quand même tout, parce qu'un viol aggravé, en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à 20 ans, alors que si on n'est que sur une agression sexuelle, je mets un « que » avec des gros guillemets, bien sûr, la peine est divisée par 2. Qu'est-ce que vous voyez sur les images et quelles sont les réactions dans la salle pendant le visionnage ? C'est la première fois qu'on voit des images. Tout ça a lieu dans l'intimité de quelqu'un, en fait. On voit une commode Ikea, du modèle que tout le monde a eu chez soi. On voit la parure de lit, on voit le carrelage. On voit un environnement familier. On voit, en fait, Gisèle Pelicot qui est agressée chez elle, en fait, dans son intimité, là où elle pensait être en sécurité. Et puis, elle a cette position qui est assez horrible, parce qu'elle est bras ballants, en fait, allongée sur le lit. Sincèrement, si elle ne ronflait pas, on penserait qu'elle est morte. Et malgré tout, on a cet homme qui vient sur le lit et qui commence à faire ces choses-là. C'est évidemment glaçant. Qu'est-ce qui se passe juste après la diffusion de ces images ? Maître Antoine Camus, qui est l'un des avocats de Gisèle Pelicot, va donc un peu cuisiner ce monsieur pour lui dire « Mais alors, vous faites quoi, là ?» Et à votre avis, est-ce que c'est un viol ? Donc, il maintient que, voilà, il n'a fait que des bisous, je cite. Il va ironiser parce que... en lui disant c'est quand même un très 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 gros bisou. Et l'accusé va pas en dire plus puisqu'il cherche à sauver sa peau. Louise Colcombet, parmi les 51 accusés, au moins 35 contestent le viol, même si les images prouvent le contraire. Quels sont les arguments que ces hommes évoquent dans ces cas-là, généralement, pour se défendre ? Alors ils disent pour beaucoup avoir été un peu floués sur ce qui leur a été proposé. C'est-à-dire que quand ils rentrent en contact avec Dominique Pelicot, celui-ci, disent-ils, leur propose un plan libertin, un plan à 3 consenti avec son épouse, avec un fantasme un peu spécial, qui porte un nom d'ailleurs, la somnophilie, où la femme serait endormie au départ, ou ferait semblant de dormir, et... eux, ils y vont en se disant, très bien, mais elle va se réveiller. En fait, c'est moi qui vais la réveiller par mes actes, et ensuite, elle va participer, et tout va se terminer à 3, comme ça se fait habituellement. Et en fait, ils expliquent qu'ils commencent, et puis se rendent compte qu'elle ne se réveille pas. Alors, et pour cause, puisqu'elle ronfle, et elle est totalement sédatée, rappelons-le, avec des doses de somnifères incroyables. Et donc, voilà, ils disent, moi, j'ai cru qu'elle allait se réveiller, elle ne s'est pas réveillée, alors certains partent assez vite, au bout de quelques minutes, d'autres restent plus longtemps, voire vont au bout de leurs actes. Mais ils disent, moi je ne suis pas venue pour violer, quelque part je ne savais pas qu'il lui avait donné des médicaments, donc ce n'est pas de ma faute.
Et donc il pensait vraiment que Gisèle Pelicot jouait un jeu. Soit jouait un jeu, soit avait trop bu, tout ça est un peu filandreux, on a des variations, mais le problème c'est quand même que on leur explique, monsieur, vous mettez combien de temps en fait à comprendre? Et puis les ronflements. Elle ronfle, on l'entend très bien sur les films. Et puis son corps, elle est totalement amorphe. Par moments, il lui impose des fellations. Dominique Pelicot est obligé de lui tenir la tête. Les joues sont flasques, les bras tombent. Enfin, et votre bon sens, monsieur. Enfin, à un moment, voilà. C'est un peu ça que la cour leur dit. Certains accusés, comme Cyril, dont vous avez assisté à l'audition, plaident simplement l'ignorance à la barre. Oui, alors on a vu l'évolution. En fait, au psychologue, au tout départ, quand il va être entendu, il explique que pour lui, un viol, c'est forcément quelque chose de violent. Il a cette idée du viol un peu moyenâgeuse, où il faut forcer la femme, la menacer avec un couteau, etc. Donc au départ, il considère que voilà, il doit pas être puni parce que il s'estime finalement innocent lui aussi. Et puis bon, il a évolué, à la barre il reconnaît, mais il va dire, mais de façon en fait assez éclairante et de façon assez sincère, qu'en fait, il ignorait ce qu'était le viol sous soumission chimique, et ce qui rentre dans la case du code pénal, viol par surprise, je rappelle, c'est quelqu'un qui dort, qui a trop bu, qui n'est pas en état de consentir. Et donc il dit qu'il savait pas que ça existait, et puis il dit même qu'il savait pas que le viol conjugal existait. Ce qu'on comprend qu'il partage avec ses autres hommes, c'est-à-dire une vision extrêmement archaïque du viol et très masculine finalement. Un autre accusé de 39 ans, Hugues, qui est d'ailleurs le seul à comparaître non pas pour viol mais pour tentative de viol, alors qu'il encourt comme les autres 20 ans de réclusion criminelle, se considère lui comme innocent parce que, dit-il, il n'avait pas d'érection. Oui, ils sont plusieurs d'ailleurs dans ce cas, mais lui, il a quand même bien tenté de pénétrer Gisèle Pelicot, il n'y est pas parvenu, et il dit que là, il comprend qu'en fait, elle va pas se réveiller. Lui, il se place un petit peu au-dessus de la mêlée, comme si finalement, pas avoir eu d'érection devait l'innocenter, alors que voilà, la tentative de viol, sur le papier, c'est réprimé autant que le viol. Il dit à la fois, je pouvais pas deviner qu'elle était sous médicaments, puisque on le sait qu'après. Et en même temps, il dit pas qu'il part parce qu'il se rend compte que c'est un viol. Il part parce que ça l'intéresse pas, tout simplement. Alors comment réagit la cour face à cet axe de défense ? Il y a quand même un élément troublant, c'est qu'en fait, son ex-compagne est venue la veille témoigner du fait qu'elle était persuadée d'avoir été, elle aussi, placée sous soumission chimique. Elle raconte des épisodes très précis quand elle était encore en couple avec lui, où elle a dû appeler les pompiers, se sentait pas bien, etc. Malheureusement, à l'époque, ça n'a pas été soupçonné, donc les prélèvements de cheveux qui ont été faits étaient trop tardifs, donc on n'aura jamais la réponse. Mais elle est persuadée de ça, et pourquoi aussi ? Parce qu'un jour, elle s'est réveillée avec ce fameux Hugues, son compagnon de l'époque, qu'il avait pénétré digitalement pendant qu'elle dormait. Alors lui, il dit qu'il s'en souvient pas, qu'il l'a fait en dormant lui-même. Bon, et il minimise totalement, et en disant, de toute façon, elle a été influencée pour porter plainte. La plainte a été classée, plainte pour viol. Selon lui, c'est jamais rien passé, et puis il finit par dire qu'elle est peut-être un peu crédible et qu'il ne faut pas trop écouter ce qu'elle dit. Louise Colcombet, pendant que tous ces co-accusés qui nient le viol défilent à la barre, Dominique Pelicot, lui, assiste au débat depuis son box et parfois le président de la cour lui demande de réagir. Qu'est-ce qu'il dit dans ces cas-là ? Il est dans une position de surplomb, mais même littéralement, puisqu'on lui a installé un fauteuil en raison de sa maladie plus confortable en hauteur du box. Et voilà, il domine tout ça, tous ces débats, et à chaque fois, il dit la même chose, mais ils savaient tous, ils veulent pas reconnaître, écoutez, j'en ai un peu marre de me répéter, voilà. Dès qu'il peut les enfoncer, puisque c'est sa stratégie, paraître comme quelqu'un de vertueux, puisque lui il reconnaît, parce que psychologiquement, sans doute, il se sent moins coupable. Donc voilà, il y a un jeu psychologique aussi qui se joue là, entre eux et lui. Donc si on résume, la plupart de ces hommes à la barre disent que ce n'est pas un viol selon eux parce qu'ils n'avaient pas l'intention de violer Gisèle Pelicot. Est-ce que cet argument, celui de l'intention, il tient juridiquement dans le cas d'une affaire de viol comme celle-ci ? Alors l'intention, c'est quelque chose qui est important en droit. C'est la différence entre un meurtre, où vous aviez l'intention de tuer, et la faute par inadvertance, où c'est arrivé, mais malgré vous. En matière de viol, c'est différent, parce que eux, ils confondent préméditation, finalement, et intention. L'intention, en réalité, elle se situe dans le fait d'avoir l'intention d'avoir une relation sexuelle. Et ça, elle existe. Si cet argument de je suis pas un violeur, je suis pas venu pour violer, on l'entend intellectuellement, au plan du droit, c'est soit il y a viol, soit il n'y a pas viol. Mais eux, ils sont en train de dire il n'y a pas viol et c'est l'acquittement. Ça me paraît très compliqué. Le vendredi 20 septembre, le président de la cour criminelle, Roger Arata, décide, à la demande des avocats de la défense, de faire sortir la presse à l'avenir lorsque des images seront projetées dans la salle. Et cette décision, elle met en colère les parties civiles.
Oui, ça provoque la colère des parties civiles, de la presse aussi en passant, parce qu'en fait, à partir du moment où ces images ne sont plus montrées, où on ne regarde plus le viol droit dans les yeux, comme dirait maître Antoine Camus, la portée sociétale de ce procès qu'a souhaité Gisèle Pelicot en levant le huis clos, elle serait totalement effacée. Elle dit c'est pas à moi d'avoir honte, c'est à eux. Et d'ailleurs, quand on va les voir, ces images, on voit qu'eux, ils ont honte. La plupart du temps, ils baissent les yeux, ils veulent même pas se revoir. Et donc, quand cette décision tombe, en réalité, on n'a vu qu'une infime minorité de vidéos. C'est 3 vidéos qui concernaient l'accusé qui s'appelle Jacques et qui voudrait voir requalifier les faits en agression sexuelle. 7 jours plus tard, Fabien, l'un des co-accusés qui a 39 ans, est entendu par la cour. Non seulement il a conscience d'avoir violé Gisèle Pelicot à Mazan en 2018, mais en plus, fait rare, il est un des premiers à présenter sincèrement des excuses. Ce qui est intéressant, lui, et ce qui est assez émouvant, c'est qu'en fait, il a un parcours de vie absolument fracassé et qu'il explique, lui aussi, avoir cru à un plan libertin. Et puis, en fait, en détention, il va discuter avec d'autres co-accusés, puisqu'ils étaient tous dans les mêmes prisons, et il va comprendre qu'en fait... Gisèle Pelicot, elle est totalement victime là-dedans et qu'elle faisait pas semblant. Et il va écrire une lettre à la juge d'instruction pour s'excuser. Et à l'audience, il essaie 1 fois, 2 fois, le président veut passer à autre chose, il lui coupe la parole et puis finalement il va insister. Et il va lui dire voilà, très simplement, mais qu'il est sincèrement désolé. Ça sonne très sincère et pas auto-centré. La plupart du temps, ils disent ça, on a l'impression plutôt pour alléger leur peine. Bon, Gisèle Pelicot, elle a tourné les yeux parce qu'elle veut pas accepter ses excuses et sans doute elle ne le peut pas. À la barre, vous l'avez déjà un peu évoqué, Fabien raconte avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance. Il raconte un passé de délinquant marqué par les addictions, la violence, les allers-retours en prison. Louis Colcombet, l'enquête, à l'époque, avait dépeint la liste des hommes accusés dans ce dossier comme un échantillon représentatif de la société française. Après avoir assisté à tous ces interrogatoires, est-ce qu'on a vraiment affaire à des monsieur tout-le-monde ? Alors, monsieur tout-le-monde, c'est l'expression qu'on a utilisée, nous journalistes, au départ, pour expliquer qu'on n'était pas face à des monstres, des désaxés, des gens totalement désinsérés, etc. Puisqu'ils avaient tout type d'âge, on est face à la classe moyenne qui travaille, il y a très peu de gens qui sont au chômage, tout le monde est globalement inséré, avec femmes, enfants, pour la plupart. Maintenant, évidemment, quand on regarde dans le détail, c'est plus compliqué. Ces hommes-là, tous, leur point commun, c'est qu'ils étaient sur coco.fr, qui n'est pas un site... Alors oui, on peut y parler musique, cuisine ou que sais-je, mais c'est aussi quand même connu pour être un endroit où on vient chercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. La pornographie, on en trouve ailleurs. Beaucoup d'images de femmes en photo prises à leur insu. Je rappelle, c'est le nom du salon où Dominique Pelicot cherchait à appâter des hommes. Certains de ces hommes avaient pris en photo leurs femmes nus pendant leurs ébats, ils les avaient partagés sur ce forum. On va aussi trouver sur ce site des images à caractère pédopornographique. Plusieurs en avaient dans leurs ordinateurs. Donc c'est quand même un site qui avait une réputation sulfureuse et tout le monde le savait. Et puis après, quand on regarde dans le détail, il y a aussi beaucoup de ces hommes, j'en dénombre une douzaine, qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance. Fabien S, lui, c'est vraiment le parcours de vie terrible parce que placé à la DAS, parce que violence sexuelle des parents, puis violence en foyer, puis violence dans les familles d'accueil, puis il a fait des allers-retours en prison. Donc là encore, c'est pas un parcours idéal pour ensuite développer une sexualité épanouie, sans déviance. Ça n'en fait pas des agresseurs par nature, mais ça n'aide pas à se construire correctement là-dedans. Monsieur Tout-le-Monde, ça veut tout et rien dire. Ils étaient insérés et pour autant, ils se retrouvent dans ce dossier, c'est tout de même pas un hasard. Le vendredi 4 octobre, Louis Colcombet, la cour criminelle revient sur la décision prise par son président et autorise finalement la presse à assister au visionnage des vidéos tournées à Mazan. Oui, la presse et le public aussi, pour le coup. Là, on sait, parce qu'on a vu les 3 vidéos qui concernaient cet accusé, Jacques, dont on a parlé, mais qui montraient des faits, relativement circonscrits. Mais on sait qu'il y a bien pire en fait dans ce dossier. À la fois c'est une bonne nouvelle parce que ça fait droit à la demande de Gisèle Pelicot, que tout soit vu, et en même temps on appréhende un peu parce que on sait les horreurs qu'il y a dans ce dossier.
Merci Louise Colcombet, vous continuerez le récit de cette audience dans le prochain épisode de Code Source. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grouzis et Camille Ruiz, réalisation Marek Panchaud. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, laissez-nous des pouces en l'air ou des petites étoiles, et ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.